Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des zones de subduction. Alors, les zones de subduction, c'est un sujet très important en tectonique des plaques parce que, en fait, c'est le principal moteur du mouvement des plaques. C'est ça qui fait, pour l'essentiel, donc de 75 à 90% du mouvement des plaques, est expliqué par le moteur que constituent les subductions. Alors, pourquoi moteur? En fait, parce que les plaques lithosphériques océaniques, en vieillissant, on a vu qu'elles prenaient de la densité sous l'effet de plusieurs phénomènes qu'on a expliqués précédemment. Et en fait, cette densité, à un moment donné, devient supérieure à la densité de la sténosphère, et donc la plaque océanique va plonger dans les profondeurs. Et cette plongée va exercer une traction, ça va tirer, et c'est ça qui tire sur les plaques et qui les fait bouger. Donc en fait, si les dorsales sont des lieux d'écartement, c'est en fait parce que les deux plaques respectives sont tirées, chacune d'un côté différent, et donc c'est ça qui va créer un écartement. Donc c'est pour ça que les dorsales sont des phénomènes qui ne sont pas enracinés profondément, à la différence des subductions qui vont descendre très profond et qui tirent vraiment sur les plaques. Donc, si les plaques bougent, c'est à cause des zones de subduction et c'est pour ça que c'est un sujet important. Dans ce cours, je vais vous expliquer trois choses. D'abord, on va voir comment sont structurées les zones de subduction. Ensuite, on verra un petit peu des caractéristiques des roches, du magmatisme de subduction, puisqu'il y a des volcans et des plutons magmatiques dans les zones de subduction. On va expliquer un peu la composition des roches qui sont créées et le pourquoi de l'existence de ce magmatisme dans des zones de subduction, qui peut être un peu paradoxal puisque c'est des zones froides de plongement, et donc on pourra se demander pourquoi il y a quand même des volcans et pourquoi ces volcans sont importants. Tout d'abord, comment est structurée une zone de subduction? Voici un schéma avec l'essentiel du vocabulaire. Une zone de subduction, c'est d'abord une plaque lithosphérique qui plonge. Cette plaque, on l'appelle donc la plaque plongeante, on l'appelle aussi la plaque subduite, on l'appelle aussi la plaque chevauchée, c'est synonyme. Donc c'est de la lithosphère, donc c'est une plaque qui est faite de croûte et de manteaux lithosphériques. Donc en l'occurrence, c'est de la croûte océanique qui va plonger dans les profondeurs. Et comme toute plaque, elle est limitée au sein du manteau par une couche qui s'appelle la LVZ, la zone de faible vitesse sismique, qui se trouve à 1300 degrés. Il se trouve qu'à 1300 degrés, les péridotites sont un peu molles et ils sont même des fois un petit peu fondus. Et donc ça crée un découplage entre la partie rigide au-dessus, la partie rigide en dessous, et donc les plaques peuvent glisser sur cette savonnette, entre guillemets, qu'est la LVZ, qui se trouve ici en base de plaque, en base de lithosphère. Cette croûte océanique, en fait, elle va donner lieu à un magmatisme qui se déroule dans l'autre plaque. Cette autre plaque qui est à côté, on appelle la plaque chevauchante. Elle est assez passive, elle va être le siège de magmatisme, enfin elle est assez passive. Ce magmatisme de subduction va créer la matière continentale, c'est aussi pour ça que c'est important la subduction. Son magmatisme crée les continents, c'est pour ça aussi qu'au cours des temps géologiques, il y a de plus en plus de continents sur Terre. Et puis on remarque aussi que lorsque la plaque plongeante plonge, si c'est une plaque qui contient beaucoup de sédiments sur ses océans, à ce moment-là, on a ici des écailles qu'on appelle un prisme d'accrétion qui se forment. En fait, c'est les sédiments qui sont peu denses, parce qu'en fait, c'est la matière continentale, essentiellement. Et ces sédiments ont tendance à ne pas plonger et à rester coincés ici, et à former des écailles, à s'empiler. Donc quand on a une croûte qui est pauvre en sédiments, on a plutôt un trou, qu'on appelle la fosse océanique, et on n'a pas trop de prisme d'accrétion. Et puis quand on a une croûte, au contraire, qui est très riche en sédiments, si jamais dans la région on a un fleuve, par exemple, qui amène beaucoup de sédiments, à ce moment-là, on a des prismes d'accrétion très importants qui peuvent carrément tellement s'empiler qu'on peut avoir des îles à cet endroit-là. Donc ici, il y a une diversité de la topographie qui va aller de la fosse océanique très profonde jusqu'à un prisme d'accrétion tellement gras, entre guillemets, tellement important qu'on va avoir des îles. On a les plaines abyssales, on en a déjà parlé, et puis ces arcs volcaniques, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a cette zone de plongement de plaques, et bien un peu plus loin, sur la plaque chevauchante, on a présence d'un volcanisme. Voilà, maintenant on va passer aux caractéristiques de ce volcanisme et du plutonisme qui est en dessous, caractéristiques des roches du magmatisme de subduction. Alors pour ça, on va comparer en fait par rapport aux dorsales. Dans les dorsales, en fait, gaffe, c'est un document qui ici est en anglais, donc là il y a un E, bien sûr, un basalte en français. On voit que dans les dorsales, on a étudié des basaltes et des gabbros, qui sont les roches respectivement grenues, à refroidissement lent, donc plutonique c'est le gabbro, et puis volcanique, refroidissement rapide, des laves, que sont les basaltes. Ces roches donc, sont essentiellement constituées de plagioclase et de pyroxène, parfois un petit peu d'olivine. Si on compare les roches de subduction, on a certaines roches de subduction, que sont les andésites et les diorites, qui sont quand même assez proches du basalte et du gabbro. En l'occurrence, on a aussi plagiopyroxène. Par contre, on a plus de plagio, on a moins de pyroxène, et on a apparition d'amphiboles
en quantité assez importante, voire même de biotite. Alors ces roches, du coup, quand on regarde, elles sont un petit peu plus riches en silice, donc elles sont un peu plus claires, elles sont un peu moins denses, et en fait, on a tout un continuum de possibilités, jusqu'à des roches qu'on appelle les rhyolites pour leur version lave, et refroidissement lent, et le granit pour la version plutonique, qui sont des roches là carrément très riches en silice, très blanches, beaucoup moins denses, qui du coup ont une composition minéralogique très différente. On n'a plus du tout de pyroxène, mais on a apparition, vous voyez ici, le quartz. Le quartz étant de la silice pure. On a aussi remarqué la muscovite, la biotite, etc. Donc dans ces roches-là, voilà, on est sur une composition très différente. Et en tout cas, on peut dire que la subduction donne des roches qui sont peut-être plus variées, mais qui sont tout le temps plus riches en silice que les roches de dorsale. Du coup, elles sont tout le temps plus claires, elles sont tout le temps moins denses que les roches de dorsale. Et autre chose, quand vous avez une proportion de silice qui est plus importante, il faut savoir que les tétraèdres qui sont formés par les cristaux de silice, ces tétraèdres qui se forment déjà un petit peu dans le magma, ils ont pour caractéristique de former une forme de gel. Et donc ça donne des magmas qui sont pâteux. Alors ces magmas pâteux, du coup il y a deux conséquences. Le premier, c'est qu'ils ont du mal à remonter. Donc ça fait que dans les zones de subduction, on a plus de plutonisme, c'est-à-dire de refroidissement lent en profondeur, parce que c'est pâteux, ça a du mal à monter, ça sortira jamais. Donc 85% de la matière des subductions est plutonique, et il y a une minorité de seulement 15% qui va arriver à la surface. Ce qui n'est pas le cas au niveau des dorsales, où on a un magma beaucoup plus fluide, qui a du coup plus de facilité pour remonter à la surface, et donc on a une proportion de roches volcaniques plus importante par rapport aux roches de subduction. Et puis quand même ces roches, ce magma arrive jusqu'à la surface pour donner des laves, et du coup elles sont tellement pâteuses qu'elles vont être donner un magmatisme explosif. Donc les zones de subduction donnent des magmatismes explosifs, ce qui donne au passage des volcans dangereux. Alors, ces roches, vous voyez, le basalte qui est assez foncé, qui est une roche assez riche en fer magnésium et assez pauvre en silice. Donc vous voyez les andésites qui en sont les plus proches, et puis on va jusqu'à la rhyolite, on est sur des roches très claires, moins denses, et donc une roche plus pâteuse et qui va provoquer un volcanisme explosif. Le point commun quand même de toutes ces roches, c'est qu'elles sont toutes issues, on y reviendra, quand même de la fusion partielle d'une péridotite. Simplement, bon, il y a des différences, mais c'est quand même au départ un extrait de péridotite du manteau, mais c'est des extraits assez différents. Donc j'en viens du coup logiquement à cette troisième question, comment expliquer la présence du magmatisme dans les zones de subduction? Alors, on va décomposer ça en trois temps. D'accord, d'abord on va se poser les questions de pour quelles raisons une roche peut-elle fondre. Il y en a trois. On va voir quelle est la bonne en l'occurrence. Et donc ensuite on verra pourquoi est-ce qu'il y a une couche qui fond et quelle est la couche qui fond en fait dans les zones de subduction. Et enfin on verra pourquoi les matériaux sont plus variés, pourquoi est-ce qu'il y a ces continuums, ces différences entre des roches plus ou moins denses, plus ou moins claires, etc. Alors premier point, pour quelles raisons une roche peut-elle fondre? D'un point de vue général, on a déjà vu que déjà il y a deux raisons qui peuvent permettre à une roche de fondre, de passer de l'état solide à au moins un état en partie liquide. D'abord, le réchauffement. On voit que sur un diagramme pression-température, si la roche se réchauffe, elle se déplace de cette façon-là, elle peut franchir son solidus et devenir en partie liquide. Bon, deuxième cas de figure, on a vu aussi, et c'était le cas dans les dorsales, qu'une roche peut aussi devenir partiellement liquide si elle se décompresse, si elle diminue en pression. On voit aussi qu'on peut franchir les solidus qui souvent ont ce type de forme sur une roche sèche. Donc le problème, c'est que dans nos zones de subduction, on a des roches qui vont bouger, c'est les roches de plancher océanique, et ces roches vont passer alternativement d'une région ici, que je pourrais appeler A, qui est à haute température et basse pression, pour progressivement se diriger vers des régions qui sont à basse température, donc on a une diminution de température, et puis on va par contre plonger dans les profondeurs, donc on va aller vers des moyennes, voire des hautes pressions dans les profondeurs. Donc on a une augmentation de pression. Donc c'est le contraire de ce qu'on a vu précédemment. Donc ni la température ni la pression ne peuvent expliquer la fusion, puisque ces paramètres évoluent à l'inverse de ce qu'il faudrait pour que du caillou fonde. Donc l'explication n'est pas là, il faut en trouver une nouvelle. Alors, comment on va faire pour trouver une nouvelle explication? En fait, c'est parce qu'on est parti sur une hypothèse qu'il faut abandonner, c'est la notion de roche sèche. C'est-à-dire que si on prend le diagramme pression-température d'une péridotite, on retrouve ici un diagramme température-profondeur, donc profondeur est proportionnelle à la pression. On a ici un solidus classique, sous forme de droite, qui sépare une région, une zone
dans lequel le caillou est solide d'une zone dans laquelle il va fondre au moins en partie. Mais ce solidus ici, qui est en vert, c'est le solidus de la péridotite anhydre. Anhydre, ça veut dire qu'il ne contient pas d'eau. Alors, il se trouve que si une péridotite est mise au contact d'eau, eh bien, il va pouvoir se produire des réactions chimiques métamorphiques qui vont faire que certains minéraux de la péridotite vont incorporer de l'eau dans leur constitution. Et c'est ça qu'on va appeler une péridotite hydratée. Alors, au niveau géologique, bien sûr, c'est pas le sens commun, c'est-à-dire qu'une roche hydratée, c'est pas une roche humide. Si vous mettez votre main dessus ou un chiffon, vous n'allez pas le mouiller. C'est-à-dire que c'est une roche qui a incorporé en fait des atomes venant de la molécule d'eau. Souvent, c'est des radicaux OH qui viennent de la molécule d'eau H2O. Donc, par exemple, les minéraux amphiboles présentent des radicaux OH qui sont en fait qui peuvent être intégrés par des réactions métamorphiques avec l'eau. Donc, une roche hydratée, c'est une roche qui, d'apparence, est un caillou banal pour nous, êtres humains, vu de là, mais il y a des atomes d'eau qui sont rentrés à l'intérieur, des H et des O, qui sont rentrés dans la constitution du minéral. Du coup, si vous la passez au four, l'eau va pas sortir. Par contre, l'eau va pouvoir, dans certaines circonstances, sortir éventuellement. Et on voit que, en fait, une roche qui est positionnée, par exemple, je vais prendre un chiffre rond, si on est à 1000 degrés et à 100 km de profondeur, à ce moment-là, si la roche est sèche, entre guillemets, qu'elle est anhydre, qu'elle n'a pas été en présence d'eau, elle est solide, puisqu'elle est à gauche de son solidus anhydre. Par contre, là, en l'occurrence, pour cette péridotite, si jamais elle peut recevoir de l'eau, que cette eau réagit, que la composition minéralogique est modifiée, par exemple avec l'apparition d'amphiboles, de minéraux hydratés en tout cas, et bien à ce moment-là, cette roche, sans avoir changé ni de pression ni de température, cette roche va pouvoir fondre en partie. Donc c'est la troisième raison à la fusion d'une roche. Une roche peut fondre, on l'a dit, parce qu'elle se réchauffe, elle peut fondre parce qu'elle baisse de pression, mais elle peut fondre aussi si elle est hydratée. Alors là, je fais une petite parenthèse, c'est les trois raisons absolues qui peuvent permettre à un caillou de devenir liquide au moins en partie. Que ce soit le cas quand on réchauffe un caillou qui fonde, ça s'entend dans le sens commun, quelque chose qui nous paraît possible. Par contre, la diminution de pression et l'hydratation, ça ne correspond pas du tout aux idées qu'on peut se faire par rapport à notre expérience d'être humain vivant en surface au quotidien dans un certain cadre. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vais faire apparaître un certain nombre d'explications. C'est vrai que la diminution de pression, c'est ce qui se passe au niveau de la dorsale. L'hydratation, c'est ce qui se passe au niveau de la subduction. En fait, on n'a pas de magmatisme globalement qui est causé par l'augmentation de température à échelle vraiment structurelle importante. Donc voilà, ceux que ça intéresse pourront faire pause sur la vidéo, je vais faire apparaître des explications, voilà, qui sont ici, pour vous faire comprendre pourquoi ces choses sont difficiles à comprendre pour un être humain, mais pourtant réellement vraies. Maintenant, voilà, moi je vais passer à la suite. Donc si ça vous intéresse, vous faites pause, sinon moi je continue. Donc maintenant, on a vu la raison de la forme de la fusion d'une roche dans les zones de subduction, donc c'est une hydratation. Maintenant, on va se demander quelle est la couche qui fond, pourquoi elle fond, c'est-à-dire d'où vient l'eau en réalité. Alors, on peut procéder de la façon suivante. Vous voyez ici, on a repéré des points qui sont sous un volcan de subduction. On a repéré des points qui sont un peu dans toutes les couches qui sont en dessous. On peut avoir, quand je dis repérer des points, la température, la pression en ces endroits, et puis on sait aussi à quoi ils correspondent. Donc on a ici les points A, B et C qui sont dans le manteau de la plaque chevauchante. On a le point D qui est dans la croûte océanique, et on a les points E, F et G qui sont dans le manteau plongeant. Donc on sait que le manteau plongeant et le manteau chevauchant, c'est des péridotites, c'est roches vertes, et puis on sait que la croûte océanique, c'est des basaltes et des gabbros. Donc, on peut garder ces paramètres et essayer de regarder dans les diagrammes pression-température de ces deux roches, essayer de positionner chacun de ces points. Donc, par exemple, je vais prendre je vais prendre la croûte océanique. Bon, je sais que c'est des basaltes et des gabbros, donc je vais regarder dans ce diagramme pression-température et je vais placer le point. Donc, je suis à 400 degrés à 150 km de profondeur. Donc, 400 degrés, c'est là, je vais descendre à 150 km de profondeur, je suis ici. Vous voyez que typiquement, dans cette zone-là, ce caillou est solide, il est très loin dans la zone solide, loin des solidus, donc il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté, ce n'est pas la croûte océanique plongeante qui fond. Quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que le manteau plongeant, c'est pareil, les paramètres ne permettent pas à ce manteau plongeant de fondre, on est dans des zones comme ça. Le seul point qui peut fondre, c'est lui, c'est le point C, qui fait partie du manteau chevauchant, qui est à 1000 degrés et 120 km, et là vous voyez, si je me place à 120 km et à 1000 degrés, je suis ici. Et là, ici, j'ai une possibilité de fondre,
Si une roche sèche, anhydre, si une péridotite anhydre reçoit de l'eau et l'intègre dans sa composition, alors elle va pouvoir ici se mettre à fondre en partie. Donc c'est la seule hypothèse qui résiste à cette analyse, c'est bien le manteau chevauchant ici qui va créer le magma, qui va fondre. Ce magma va ensuite remonter, se retrouver au niveau de ce volcan. Donc là j'ai positionné, j'ai localisé la couche qui fond, et je sais aussi qu'elles font par hydratation. Maintenant la question qui se pose, c'est d'où vient l'eau qui vient faire fondre du coup ce point C. Alors en fait cette eau, elle vient pas de loin, elle vient de juste en dessous, elle va venir de la croûte océanique plongeante, et ça on peut l'expliquer avec un nouveau diagramme pression-température. Donc vous voyez que j'ai bien fait de vous expliquer dans la vidéo précédente ces diagrammes, puisqu'on s'en sert beaucoup. Ce diagramme pression-température nous permet de suivre l'évolution d'un gabbro depuis sa formation au niveau de la dorsale, donc qui était en surface avec une température assez forte mais une faible pression, c'est le point rouge ici. On voit que le gabbro il est fait de plagioclase et de pyroxène, et puis ce gabbro il va vieillir en s'éloignant de la dorsale. Vous vous rappelez qu'il y a un refroidissement du coup, mais il n'y a pas d'enfouissement. Et là, on avait vu que ce gabbro va passer par deux faciès, c'est-à-dire qu'il va être modifié, il va subir des réactions métamorphiques. Donc à l'état solide, il n'y a pas de fonte, il y a des changements de composition. Donc plagio et le pyroxène réagissent avec l'eau pour fabriquer un nouveau cristal qui s'appelle hornblende, qui va apparaître ici. Donc là, on est dans des faciès qu'on appelle amphibolites. Et ensuite, ce gabbro va continuer sa route et subir une deuxième réaction, c'est-à-dire que c'est une partie de ces plagioclases et des hornblendes formés précédemment vont aussi réagir avec l'eau hydrothermale, vous savez, l'eau qui rentre par les fissures et qui sort par les fumeurs noirs. Et donc, ça va fabriquer de la chlorite et de l'actinone, qui sont des minéraux verts. Et c'est pour ça qu'on a ici des gabbros, qu'on appelle des métagabbros, qui sont modifiés. Et ces métagabbros sont verts, on les appelle métagabbros faciès schiste vert. Ces métagabbros ont pour caractéristique d'avoir beaucoup d'eau de constitution dans les formules de leurs minéraux, et sauf que ensuite la plaque va plonger. Elle va plonger dans les profondeurs, parce qu'il y avait cette augmentation de densité, et ce plongement dans les profondeurs va faire des nouvelles réactions métamorphiques qui sont ici 3 et 4. Ces nouvelles réactions métamorphiques fabriquent deux minéraux typiques, au moins deux. Le premier, enfin 3 même, le premier c'est le glaucophane, dans cette région, quand on est à moyenne pression et une température toujours basse. Le glaucophane c'est un minéral bleu qui est très, très caractéristique et facile à reconnaître. Et ce glaucophane, sa fabrication, vous voyez que ça génère de l'eau. Et ensuite, pareil, il y a encore une autre étape qui va fabriquer deux autres minéraux, le grenat et la jadéite. Et ces deux réactions, cette réaction-là, elle aussi, va libérer de l'eau. Donc finalement, on voit que finalement la croûte océanique, quand elle vieillit sans descendre trop en pression, en profondeur, elle va intégrer de l'eau qui est rentrée par les fissures, qui vont rentrer dans sa composition. Et cette eau minéralogique va ressortir au niveau des faciès schiste bleu et des faciès éclogites à grenat, qu'elle donc donne à ces roches avec des grenats. Cette eau qui sort, elle se retrouve dans le manteau qui est juste à côté, qui est le manteau de la plaque chevauchante. Ça va décaler le solidus de la péridotite qui est ici, ce qui fabrique un petit peu de liquide. Ce liquide remonte, et voilà le volcanisme de la zone de subduction. Donc, pour apprendre ce cours, il va falloir que vous soyez capable de faire des schémas de ce type-là, à la main. Bon, en 2D, c'est plus simple, où vous retrouvez l'ensemble des éléments. Donc, je vous inviterai à faire pause dans la vidéo pour bien regarder tout ça. Mais voilà, vous devez être capable de refaire des choses comme ça, qui contiennent l'ensemble des éléments qui viennent de vous être expliqués. Alors, dernière question, on peut essayer de se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de variétés de roches, pourquoi il y en a des plus claires et des plus foncées, alors que dans les zones de dorsale, il y a quand même moins de diversité. Il y a trois explications à ça. La première explication, c'est la fusion partielle, qui au départ est supportée par la péridotite. La péridotite, suivant les circonstances, est-ce qu'on est bien dans le créneau de pression, de température et d'hydratation ou pas trop? Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'eau? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Cette péridotite peut avoir une fusion plus ou moins partielle, plus ou moins forte. Si on a une fusion partielle très très partielle, avec 0,5%, on va vraiment avoir un jus qui est très riche en éléments incompatibles, des éléments qui préfèrent le liquide, comme le silicium, et avoir une roche très très siliceuse. Si par contre on a une fusion partielle plus importante, pour reprendre un peu ce schéma-là, on peut imaginer qu'on a quand même une partie, un peu d'éléments compatibles qui vont partir avec, et donc déjà, cette ampleur de la fusion partielle, est-ce que je prends un tout petit bout du carré bleu, ou est-ce que je prends tellement qu'il y a un peu du vert au milieu, ça va créer une diversité.
Deuxième diversité, en fait, ça dépend aussi de la quantité de magmatisme qui a déjà eu lieu et donc de l'ampleur de la croûte continentale. Donc, les zones de subduction créent la matière continentale. Ce magmatisme crée de la matière et crée les continents. Au passage, les continents ne sont pas trop détruits nulle part dans la tectonique. Et donc, du coup, au cours des temps géologiques, il y a de plus en plus de continents sur Terre, parce que les subductions en fabriquent de plus en plus, et ils s'en détruisent moins qu'ils s'en fabriquent. Il n'y a pas vraiment de grand phénomène qui détruit les croûtes continentales, alors que les croûtes océaniques, elles, vivent pas très longtemps, parce qu'elles deviennent trop denses et elles plongent. Donc on a un cycle des croûtes océaniques qui fait qu'elles se renouvellent. Par contre, on n'a pas de cycle réellement des croûtes continentales qui fait que, du coup, elles ont tendance à s'accumuler. Quand on a une situation comme celle-là, et qu'on a eu peu de croûtes continentales de créer, on a un volcanisme qui est souvent, finalement, assez andésitique, assez proche du volcanisme dorsal. Par contre, quand on a déjà une croûte très épaisse, en fait, dans la remontée du magma, puis on a vu que c'est un magma qui a du mal à monter, qui va doucement, ce magma va se laisser contaminer, en fait, par la croûte qui est à côté. Et ça donne des magmatismes qui sont plus clairs, plus siliceux, et donc la contamination crustale est la deuxième raison les variations dans la contamination crustale, peut être faibles ou fortes, sont la deuxième raison qui explique la diversité des roches de magmatisme de subduction. Troisième et dernière raison, ça se passe dans la chambre magmatique. Il faut savoir qu'il y a un phénomène qui s'appelle la cristallisation fractionnée, qui dans l'esprit ressemble beaucoup à la fusion partielle, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand ça refroidit, les minéraux compatibles vont cristalliser en premier, et donc vous avez au cours du refroidissement d'un volume de magma, en fait le premier jus qui est refroidi a une composition différente du dernier, et donc on a comme ça une évolution, une différenciation. Les premiers magmas, même en zone de subduction, peuvent être basaltiques ou quasi basaltiques, tandis que les tout derniers vont être très riches en silice, parce que finalement, la silice préférant le liquide, elle va, entre guillemets, attendre le dernier moment pour cristalliser, ce qui fait qu'il y a comme ça une différence entre ce qui refroidit en premier, ce qui sèche en premier, ce qui durcit en premier et ce qui durcit en dernier. Voilà, je vous ai expliqué tout. Je vous invite à vous créer une espèce de fiche de révision, schéma de synthèse. Il faut savoir refaire clairement un schéma bien complet de la subduction. Il faut être capable de refaire des diagrammes pétés, même grossièrement, mais dans l'esprit, pour expliquer la fusion de la péridotite, fusion partielle, avec les deux solidus, hydraté et anhydre. Il faut être capable aussi de représenter un diagramme pété simplifié pour montrer le trajet de l'eau, le trajet du gabbro au cours de son vieillissement avec l'incorporation d'eau puis la libération d'eau. Et puis il faut être capable aussi de parler un peu de la diversité des roches, du magmatisme, des zones de subduction. Voilà, je vous remercie de votre attention.